Je m'appelle Jean-Marc Barqui, j'ai 54 ans, je suis marié, nous avons 3 enfants, une fille et 2 garçons. Et voilà, j'ai pas forcément un parcours très standard, j'ai plutôt un parcours atypique. En ayant en tout et pour tout, avant d'avoir repris une formation plus tard, un BEPC en poche, un niveau de bac, et je démarre par ça parce qu'on est en France et que ce pays adore les diplômes, donc moi j'adore expliquer que finalement j'ai un BEPC en poche et que malgré tout, quand on a envie de faire des choses, le mieux c'est de se lancer. Malgré tout, c'est important d'avoir une boîte à outils, ça je le dis aussi de manière très claire, et dans une boîte à outils il vaut mieux avoir autre chose qu'un tournevis plat, un marteau et une pince, parce que s'il faut visser des vis cruciformes avec un tournevis plat, c'est super compliqué. C'est jouable, mais ça prend beaucoup de temps. Donc j'ai effectivement, à l'âge de 37 ans, 38 ans, repris un cycle d'études, c'était important, pour pouvoir essayer de compléter cette boîte à outils qui était un peu maigrichonne, et qui aujourd'hui m'a permis d'avancer en commettant bien évidemment un paquet d'erreurs, en trébuchant un certain nombre de fois, donc ça c'est le cavalier qui parle. Il faut savoir de temps en temps tomber pour surtout remonter tout de suite en selle, et puis apprendre de ce qui s'est passé et en tirer des conclusions. Il ne s'agit pas d'être coupable, on est coupable de rien, on est juste des êtres humains, et à un moment donné dans la vie, il faut savoir avancer. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un cerveau qui n'est pas tout à fait câblé comme les autres. C'est quelqu'un qui aime prendre le risque, qui aime s'amuser. Je crois qu'un entrepreneur, il aime jouer, il a besoin de trouver du plaisir dans ce qu'il fait. Un entrepreneur, il ne devient pas entrepreneur pour dire voilà, je vais monter une entreprise, je vais gagner de l'argent. Au départ, il faut qu'il ait un projet, il faut qu'il ait une idée, il faut qu'il ait une vision. Et puis, on tire des bords comme en voile, et on peut faire évoluer aussi le projet. Et je crois que c'est ça un entrepreneur. Un entrepreneur, il n'a pas une ligne droite. Il a une ligne, somme toute, globalement pour avancer, mais il a une ligne extrêmement sinueuse. Quand j'étais plus jeune, je voulais être cuisinier, je voulais faire l'école des majordomes de Lausanne et faire de la cuisine. Notre famille était dans l'industrie papetière. Mon grand-père, quand il est arrivé en France, était dans le papier. Notre père a continué, mon frère Pierre a pris la suite. Moi, j'ai pas réussi à bosser en famille. Franchement, j'ai échoué sur ce plan-là, mais vraiment dans les grandes largeurs. Pour de mauvaises raisons, mais bon, peut-être parce que j'étais finalement pas fait pour ça. Et le hasard a voulu que, grâce à mon frère du reste, je tombe sur un producteur de colle en Angleterre qui cherchait un commercial, quelqu'un pour vendre ses produits, et en fait on a démarré comme ça. Donc Siloc France, j'en suis effectivement le cofondateur, aujourd'hui j'en suis le propriétaire et l'actionnaire majoritaire. Mais au départ, c'est une histoire qui s'est faite à deux avec un Anglais et nous. Et ce que j'ai envie de dire en rebondissant là-dessus, c'est que je crois qu'on réussit jamais seul. Et on parle toujours d'histoire individuelle, donc aujourd'hui c'est moi qui témoigne, mais finalement je pourrais avoir plein de gens qui témoignent autour de moi. Parce que quand on voit la réussite d'un individu ou d'une entreprise ou d'un projet, il y a plein de gens derrière. Et en l'occurrence, il y a mon épouse, il y a mes enfants, il y a ma famille en général au sens large, il y a mes amis, I et IE. Voilà, certaines ont été plus importantes que d'autres, certains ont été plus importants que d'autres. Il n'y en a pas beaucoup qui m'ont suivi depuis que je suis jeune, mais surtout il y en a énormément qui, en tout cas, je dirais entre ma famille et mes amis, oui, sur les deux mains, j'arrive à réunir tout ça. J'ai grandi avec 3 formules que j'aime énormément, qui sont chacun salue avec le chapeau qu'il a, plus on a, plus on doit, et noblesse oblige. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui sort d'une très grande entreprise ou très grande école, eh bien, un peu d'humilité serait, à mon avis, largement nécessaire. Quand un jeune téléphone à l'usine, qu'il a besoin d'informations pour un emploi ou autre, qui se présente à l'entrée, on ne le renvoie pas. Quand je suis sur le site et qu'il y a besoin éventuellement de donner des renseignements, je donne ces renseignements et je prends du temps. Je crois que c'est important de rester à sa place, peut-être
d'avoir de l'assurance, bien sûr, d'assurer qui on est, d'être fier de ce qu'on a accompli, mais on n'a pas le droit d'écraser les autres. Et je crois que c'est cette forme de sagesse qu'il faut arriver à avoir. Je regrette que notamment des gens qui ont des capacités de pouvoir redistribuer, non pas de l'argent, mais ne serait-ce que une partie de leurs achats ou une partie de leur capacité à faire travailler des entreprises de petite taille, parce qu'une entreprise de petite taille, elle sera peut-être un jour très grande. Il ne faut pas oublier que des entreprises, même comme Sanofi, étaient à l'époque peut-être des tout petits laboratoires de rien du tout, qui mutualisaient les uns avec les autres et rassemblaient les uns avec les autres, ont fait un géant de l'industrie pharmaceutique. Donc Siloc aujourd'hui, c'est peut-être que 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Demain, ça sera peut-être 10. Mais il ne faut pas oublier que 6 millions, c'est déjà largement au-dessus de la moyenne des entreprises françaises. On est plus de 25, plus les commerciaux qu'on a à l'extérieur, ça fait une trentaine. La taille moyenne des entreprises, entre 11 et 250 salariés, c'est 17 personnes. Donc de toute façon, on est largement au-delà. On fait partie des 200 000 entreprises françaises qui aujourd'hui sont... ouais, on va dire... oui, que je dis 200 000, je raconte des bêtises. On fait partie des... Oui, probablement des 60 ou 70 000 plus grosses entreprises françaises aujourd'hui. J'adore l'eau, je trouve que c'est un élément qui est capital. L'eau, l'air, le soleil, la terre, cette fameuse terre qu'on oublie un peu trop souvent. Alors malheureusement, c'est pas une terre que j'ai sous les pieds, mais c'est du béton. Et malgré tout, à quelques encablures de là, il y a un arbre qui s'est affaissé, dont on voit les feuilles derrière moi. Et derrière, cet arbre, il a poussé dans la terre quand même, à la base. Donc l'environnement, oui, mais l'environnement au sens propre du terme, pas pour faire du marketing. Qu'est-ce que c'est que l'environnement? C'est se focaliser sur les matières premières. Si je prends notre métier, dans notre métier, nous, notre obsession, c'est de dire à nos clients, consommez moins l'année prochaine à mètre carré collé égal. Voilà, donc nous, on va vous aider à faire des économies de matière. Aidez-nous aussi à ce que nos innovations, même si elles sont un peu plus coûteuses, nous emmènent vers quelque chose de plus vertueux. Donc forcément, ça va faire gagner de l'argent à l'entreprise. Et alors, il est où le problème? Parce qu'on est en France, on n'a pas le droit de gagner d'argent. Moi, je suis plus anglo-saxon sur ce sujet-là. Je pense qu'il ne faut ni avoir honte de gagner de l'argent, et il faut surtout être fier de pouvoir en gagner. Parce que qui dit gagner dit pouvoir redistribuer un jour et réinvestir aussi. Donc, c'est pas en étant miséreux et en prenant le fait de rien avoir dans les poches que ça fonctionne. J'ai fait une petite interview, j'ai accepté parce que c'était très difficile pour moi de le faire, une interview concernant Notre-Dame. J'ai été contacté par M6 et au départ j'ai dit non parce que participer à la reconstruction d'un édifice, il n'y a pas de fierté à avoir là-dedans, c'est juste une réaction spontanée. Et pourquoi on doit se mettre en avant là-dessus? Je l'ai accepté pour remettre des pendules à l'heure, pour dire qu'est-ce que c'est que cette polémique de savoir combien on a récolté pour Notre-Dame. Tant mieux qu'on ait récolté de l'argent, tant mieux que des multimillionnaires donnent de l'argent, tant mieux que des grandes fortunes donnent de l'argent. Qu'après il y ait des remises ou pas de remises, j'en sais rien, et puis c'est pas le sujet. De toute façon, si quelqu'un donne 100 et qu'il a 70 de remise, il a quand même sorti 30 de sa poche. Donc il est où le sujet? Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut dépassionner dans ce pays. Il faut dépassionner le fait que un footballeur puisse gagner des millions et que ça dérange personne, ça fait même marrer tout le monde, et qu'un entrepreneur qui va gagner peut-être 200 000 euros par an, on va considérer et crier au scandale en disant que c'est dégueulasse. Faut arrêter ça. Donc moi je veux faire tomber ces masques, tomber ces casquettes. Il y aura forcément des gens qui gagneront des petits salaires et des gens qui gagneront des hauts salaires. C'est la vie, c'est comme ça. Par contre, on peut essayer de faire en sorte de rééquilibrer les choses. Moi je préférais me focaliser sur le logement. Quelqu'un qui gagne le SMIC à Paris, c'est un scandale. Pourquoi on peut pas payer quelqu'un le SMIC à Paris quand le logement, il est quasiment pour 30 mètres carrés le prix du SMIC. Donc ça tient pas la route. Pour réaliser ses rêves, je pense qu'il faut rester un enfant. Mon livre de chevet, c'est Le Petit Prince. Voilà, donc c'est Dessine-moi un mouton. Le mouton, il peut avoir plein de visages. Le mouton, quand un enfant de 2 ans, 3 ans dessine un mouton, il va dessiner un truc qui ressemble à rien, mais c'est quand même un mouton pour lui. Et puis, en grandissant, on va dessiner un mouton qui ressemble à ce qu'on voit dans un pré. Mais peut-être que moi, je vais dessiner un mouton
qui sera bien le mouton que je vois dans le pré, mais peut-être que la transcription sur le papier ne sera pas tout à fait la même. Il ne faut jamais oublier d'où on vient, mais il ne faut jamais faire preuve de supériorité. Ça m'est arrivé 3 fois dans ma vie, dont une fois il y a 2 ans où je pensais vraiment mettre la main sur un confrère en pensant que je ferais ça les doigts dans le nez, et je me suis cassé les dents. Et ça m'a coûté une fortune financièrement, mais ça m'a surtout coûté intérieurement, parce que là je me suis dit que je m'étais trompé d'histoire. Et j'ai pas fait le bon raisonnement. J'ai fait un raisonnement pour grossir et devenir plus gros qu'un autre, alors qu'en réalité, il fallait que je me pose ces questions-là. Donc il faut savoir pourquoi on fait les choses, pourquoi on a envie de les faire, pour arriver à quel endroit. Le montant du chèque sur un compte en banque n'a pas beaucoup d'importance. Ce qu'il faut, c'est savoir ce qu'on veut faire des choses aujourd'hui. Et le mal de notre société, à mon sens, en ce moment, c'est que les gens se plaignent parce que ils n'ont pas suffisamment pour répondre à leurs envies. Mais c'est quoi les envies? Je me souviens d'avoir une anecdote parce qu'elle est importante. J'aime pas beaucoup, j'aime les voitures, mais j'aime pas dépenser de l'argent dans les voitures. Et j'avais une vieille Passat, 110 chevaux, je précise 110 chevaux, c'est un petit moteur diesel, break, pas sexy du tout. C'est pas une Porsche, hein. C'est pas une Ferrari, c'est pas un machin comme ça. Et ma voiture avait 280 000 km. Et des membres de l'atelier, un membre de l'équipe, Jemel, me dit Jean-Marc, vous pouvez pas continuer à rouler avec cette voiture-là. Nous, on a besoin de vous. Là, c'est dangereux maintenant. La voiture, elle vieillit. Il faut changer de voiture. Et pourquoi je raconte ça? Je raconte ça parce que la bienveillance d'un membre de l'équipe, c'était pas de s'occuper de savoir si j'allais m'acheter une BMW, une Mercedes, que j'ai pas acheté d'ailleurs. C'était de savoir si j'allais me mettre en danger par rapport à la place que j'avais dans cette entreprise, et parce qu'ils avaient besoin de leur leader ou de leur moteur, de leur modèle. C'est une question dont j'ai horreur, mais je vais, avec un peu d'émotion, je vais y répondre. Ouais, je pense que mes parents, ouais. Ouais, je pense que ils m'ont fait confiance, et je pense que mon père m'a fait confiance. Voilà, puis après il y a ma femme et mes enfants, ouais.